Voilà, donc je laisse pour la troisième table ronde sur l'abstraction comme levier esthétique pour sortir de l'image. Je laisse la parole à Audrey. Donc, bonsoir à tous, j'espère que vous avez encore un peu de jus. Vous m'entendez bien ou pas? Oui. Donc pour cette dernière table ronde, l'abstraction comme levier esthétique pour sortir de l'image, je vais commencer par introduire la table ronde et puis ensuite nos différents intervenants aujourd'hui. Donc dans l'introduction de son ouvrage « L'image partagée », dont on a déjà eu l'occasion d'entendre quelques échos aujourd'hui, André Guinter écrit « La révolution de la photographie numérique et sa fluidité. La conversion de l'information visuelle en données archivables, modifiables et communicables libère l'image de la dépendance à un support matériel. » Cette fluidité incite de plus en plus les artistes à penser autrement le photographique. À cela s'ajoute aujourd'hui l'accès à de nouvelles technologies comme l'imprimante 3D, notamment, qui amène de plus en plus à penser la photographie en relief ou en volume. L'image, on en a déjà eu quelques échos, peut désormais s'hybrider, dialoguer avec d'autres médias et donner lieu à des pratiques spatiales. Alors, je me disais que c'était l'occasion de l'évoquer très très rapidement dans cette introduction, à travers quelques œuvres de l'exposition « La photographie à l'épreuve de l'abstraction », puisqu'on retrouve des œuvres comme Bascule de Constance Nouvelle. Alors, c'est là, c'est le moment où la souris joue au chat. Oui, elle joue vraiment au chat. Voilà. Ah oui, c'est plus facile là. Voilà. Non, mais comme ça va aller. Donc, on aura l'occasion d'en parler. Juste pour donner quelques repères visuels comme cela. Aurélie Petrel, une œuvre entre sculpture, photographie et référence à l'architecture. De nouveau Aurélie Petrel. Donc, ce sont des œuvres que vous pouvez voir au CPIF et au FRAC notamment. Une œuvre d'Adrian Sauer, dont on a eu l'occasion de discuter ce matin. Et puis, donc là, les différentes étapes de cette œuvre qu'évoquait Adrian ce matin. Et puis, une œuvre d'Anouk Kritov, qui est une sculpture, on peut en voir deux au CPIF également, qui joue comme ça sur la photographie, une impression, un rapport très prothétique entre l'image et la photographie, avec toute une vision assez écologique derrière. Donc dans ces œuvres, on a un rapport très fort entre abstraction et spatialisation. Donc voilà une petite façon simple de planter le décor. Mais bien sûr, cette tentative de spatialiser l'image, elle n'est pas neuve. Et loin de nous, cette idée-là. On pourrait bien sûr évoquer une expo emblématique, une expo du MoMA en 1970, Photography into Sculpture, qui a été organisée sous la houlette de Peter Bunnell par le département de photographie donc, du MoMA et par Robert Heineken, artiste d'artistes par excellence, qui à l'époque avait donc organisé cette exposition. Et comme l'écrivait Peter Bunnell, c'était la première étude d'ensemble d'images photographiques à prétention sculpturale ou multidimensionnelle. Cette exposition, elle a connu ces dernières années un regain d'intérêt, notamment par le biais du remake qui en a été fait à Dijon, mais aussi par des différentes présentations à Paris Photo et dans des coups de la galerie Cherry & Martin qui a remontré cette exposition par fragments. Mais cette exposition, elle est intéressante aussi parce que, petite ironie de l'histoire, elle a lieu au MoMA, comme je le disais, en même temps que deux autres expos, Spaces et Information. Et quand on regarde un petit peu la liste des artistes de l'exposition Photography into Sculpture, on se rend compte que peu ont fait date, contrairement à ceux qui occupaient Information, et notamment le célèbre One and Three Chairs de Kossuth, dont certaines œuvres comme celle d'Adrian Sauer peuvent faire écho. Des œuvres de Yann Dibet étaient également présentes dans cette exposition. Donc on voyait dans cette exposition une toute autre relation
à la photographie et à la sculpture. La photographie dans cette exposition assumant pleinement son rôle de moyen et non de fin. Donc voilà un débat qui n'est pas neuf entre le rapport à la spatialisation de l'image, le passage de la 2D à la 3D, mais qui nous amène à nous poser certaines questions et notamment à comprendre, à se demander pourquoi finalement aujourd'hui, comment on peut interpréter aujourd'hui cette sortie de l'image. Pourquoi cette question perdure et comment elle perdure et quel sens elle a aujourd'hui. Est-ce que la photographie, à travers ses expérimentations, serait en train de se débarrasser du primat de l'image et d'aller au contraire reposer la question du visible ? À l'ère du post-internet, du tout digital, l'abstraction ouvre-t-elle la voie à de nouvelles façons d'envisager l'image, ses modes de conception, de présentation, son lien avec le réel ? Sommes-nous même dans l'ère du post-photographique, de la photographie dite augmentée, on a entendu beaucoup ces termes-là aujourd'hui, élargie, ou de la dématérialisation définitive du médium? Alors, tous ces termes sont casse-gueule. On va le dire assez franco. Mais justement, sur la question de la post-photographie, je fais juste une petite aparté, parce que ce n'est pas l'objet unique de cette table ronde. Et je voulais justement renvoyer à une table ronde qui avait été organisée il y a quelque temps à l'INHA par Étienne Nat et Aurélie Petrel. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on pouvait... ça a donné lieu à un entretien qui a été retranscrit dans Art Press. Et il y a une définition très simple de la post-photographie. Donc on va s'en tenir à cette première proposition, qui est une condition de l'image à l'ère numérique. Voilà, on pourrait prendre cette simple définition comme amorce à notre sujet. La table ronde avait enterré cette notion en la rendant inopérante, en proposant, Michel Poivert avait proposé d'autres terminologies, une photographie augmentée, une photographie amplifiée, et qu'il explicitait comme une photographie qui permettrait de penser une relation à des situations. Donc voilà quelques termes sur lesquels on va revenir. Et pour moi, il me semble en tout cas intéressant, il me semble difficile de poser la notion de post-internet sans poser son corrélaire, de post-photographie sans poser son corrélaire, le post-internet. Et pareil, on va prendre pareil, ce sont des termes très très galvaudés, mais on va s'en tenir dans un premier temps dans cette amorce à la définition qui a été proposée par un artiste, Arti Virkant, que je traduis en français. Post-internet, quand Internet est moins une nouveauté et plus une banalité, quand la photo de l'objet d'art est plus largement disséminée et vue que l'objet lui-même. Donc voilà, en tout cas, quand on utilise ces mots d'entrée de jeu, voilà le sens qu'on y met en première amorce. Donc, pour ce qui va nous occuper très concrètement dès à présent, vraiment, c'est dans les pratiques photographiques, comment s'explique cette manifestation de l'abstraction, de quoi elle serait le symptôme, au fond. Est-ce que c'est une résurgence formelle? On a eu des bribes de réponses ce matin, peut-être dans les propos d'Adrian Sauer, notamment. Est-elle une conséquence volontaire ou non du maniement de l'outil? Est-ce que c'est un dérivé collatéral? Au contraire, est-elle motivée par l'outil et est-elle programmatique et consciente? Et si oui, comment? Donc voilà quelques questions pour nourrir notre discussion, notre dernière discussion. Et donc pour aborder toutes ces questions, on a avec nous Nathalie Delbar. Donc Nathalie, vous êtes professeure en arts plastiques à l'Université de Lille, chercheuse au sein du Centre d'études des arts contemporains de l'Université de Lille et critique d'art. Vous travaillez notamment sur les dispositifs de production, d'exposition et de diffusion de l'image et leur double inscription dans le champ social et dans le champ de l'art. Vous êtes spécialiste de l'œuvre de Jean-Luc Moulin. Vous préparez avec lui une grande monographie. Et on peut également
lire votre dernier ouvrage, Le strabisme du tableau, qui est paru récemment en 2019. On a également avec nous Constance Nouvelle. Constance, tu es diplômée de l'École des Beaux-Arts de Paris. Tu développes depuis 2010 un ensemble d'œuvres qui prend pour point de départ l'analyse critique et des caractéristiques de la photographie. En tout cas, tu travailles sur la photographie comme médium. Tu t'intéresses au processus photographique et à son incidence sur la représentation. Le cadre, le support et la matière sont repris comme des éléments caractéristiques du médium. Et tu repenses tout ça dans un langage expérimental dans lequel tu manies l'interdisciplinarité, tu hybrides le dessin à la photographie notamment. Tu as eu l'occasion d'exposer très récemment au Point du Jour, au Centre photographique d'Île-de-France et à la Galerie In Situ, qui te représente depuis 2016. Donc, grande trilogie d'expositions dans chacun des 3 lieux. Et une monographie, d'ailleurs, vient de sortir, une très belle monographie vient de sortir. Grégory Chatonsky, on a la chance de t'avoir grâce au progrès de la technologie. Depuis le milieu des années 90, tu travailles sur le web et principalement sur son affectivité. Tu as fondé en 1994 un collectif qui s'appelait Incident.net, un des premiers collectifs en France qui travaillait sur le net art. Tu t'intéresses à la capacité des machines à produire de façon quasi autonome des résultats qui ressembleraient à une production humaine. Ton parcours est long, tu as effectué des études d'art plastique, de philo à la Sorbonne et de multimédia à l'ENSBA. Et tu as développé un travail autour d'Internet compris comme un médium à part entière. Et non comme une technique instrumentale. Tu enseignes également, ou plus exactement, tu es artiste-chercheur à l'ENS, à Rudulm. Et puis, tu diriges un séminaire de recherche sur l'imagination artificielle et l'esthétique post-digitale. On a pu voir ton travail très récemment au Palais de Tokyo dans l'exposition Terre Seconde en 2019. Et puis, tu avais participé à cette biennale de la photographie assez importante sur les questions qui nous occupent, la condition post-photographique à Montréal en 2016. Et tu viens de recevoir également le prix Maïf pour la sculpture cette année. On a également avec nous Éric Verhagen. Éric Verhagen, vous êtes professeur en arts plastiques à l'Université de Lille. Excusez-moi. Professeur en histoire de l'art contemporain à l'Université Polytechnique des Hauts-de-France. Vous êtes commissaire d'expo, critique d'art. Vous êtes spécialiste de l'œuvre de Yann Dibetz. Vous collaborez régulièrement à la revue Art Press. Et vous avez écrit l'une des premières monographies en France, la première monographie en France de Dibetz, et organisé une exposition au Musée d'art moderne de la ville de Paris en 2010. Vous êtes également membre du laboratoire de recherche de Scripto dans cette même université des Hauts-de-France. Vous êtes également membre de l'AICA et du conseil scientifique du LAM à Villeneuve-d'Ascq. Donc voilà le panel qui va nous accompagner sur cette question aujourd'hui. Donc pour commencer, pour ouvrir un petit peu cette discussion, j'aimerais vous demander, Éric, en quoi les pratiques conceptuelles ont préparé d'une certaine façon le terrain de la post-photographie. Quel serait pour vous l'apport de l'art conceptuel à la post-photographie? Ouais. Est-ce que vous pouvez me... Merci beaucoup, Audrey. Donc moi, je vais plutôt vous parler d'artistes qui ne sont absolument pas sortis de l'image, hein, mais qui plutôt ont tenté d'y rentrer. Et qui peut-être paradoxalement, en rentrant dans l'image, ont peut-être permis aux générations suivantes d'en sortir. Et donc revenir un peu brièvement, comme on en a convenu ensemble, revenir peut-être sur cette génération et sur ce contexte donc, de la photographie conceptuelle de la deuxième moitié des années 1960, qui est un contexte qui sera finalement qui a été très polarisé,
dans la mesure où on assiste d'une part à l'émergence de démarches qui vont plutôt se retraduire par une sorte d'acmé d'un style documentaire et du paradigme indiciaire, hein, auquel on a beaucoup fait référence aujourd'hui, et d'autre part, donc, par des démarches qui, au contraire, vont très fortement s'en écarter. Donc l'artiste sans doute le plus représentatif de ce paradigme indiciaire est sans doute Joseph Kosuth, hein, et notamment ces fameuses proto-investigations qu'il aurait, parce qu'il y a des problèmes de datation quand même, qu'il aurait amorcé donc, autour de 65, hein, sans doute un peu plus tard, selon ses détracteurs et ennemis. Donc Joseph Kosuth d'un côté, et puis évidemment, bon, même si ce ne sont pas des artistes à proprement parler conceptuels, mais qui ont quand même gravité dans cette sphère, le couple Becher, hein, évidemment, qui à la même époque va quand même très fortement fréquenter donc, ces milieux de l'art minimal et conceptuel. Donc d'un côté, Kosuth donc, et ses proto-investigations, et de l'autre, on peut peut-être passer à l'image suivante, s'il vous plaît. Et de l'autre, donc, des artistes qui, exactement au même moment, vont donc s'écarter donc, de ce paradigme indiciaire, ou en tout cas le remettre en question, le déconstruire, d'une certaine manière le mettre à mal. Hein. Donc, c'est notamment le cas de Victor Burgin, qui est donc à la fois un plasticien, mais aussi un théoricien, et qui très rapidement va prendre ses distances avec Joseph Kosuth, et qui va donc, à l'occasion quand les attitudes deviennent formes, en tout cas lors de sa version britannique, va donc exposer donc cette œuvre, hein, qui est à la fois une œuvre qui, d'une certaine manière, va exacerber donc une forme de tautologie photographique, mais qui, en l'exacerbant, la remet aussi radicalement en question. La suivante. Pardon, l'image suivante, s'il vous plaît. Donc bien avant Burgin et même bien avant Joseph Kosuth, hein, il faut absolument mentionner donc, le travail d'un artiste qui aujourd'hui encore est sans doute totalement sous-estimé, mais qui a été une figure pionnière du photoconceptualisme, hein, qui est donc William Anastasi, qui dès 1963, à l'occasion d'une exposition à la galerie de Virginia Dwan, va donc exposer des œuvres qui sont donc des photographies donc de murs qu'il va donc plaquer sur les murs en question, mais à une échelle légèrement réduite, et qui donc là aussi évidemment remettent en question donc si vous voulez, ce fantasme de la transparence du médium, tel que va donc l'exposer quelques années plus tard donc Joseph Kosuth. La suivante, s'il vous plaît. Donc Anastasi qui va aussi donc à sa manière donc déconstruire donc toute forme de représentation, bon, ce terme qui est évidemment très complexe et qui a fait l'objet aujourd'hui de plusieurs développements, hein, mais une sorte de quand même de représentation photographique, et notamment d'un genre quand même qui est intimement lié à l'histoire de la photo, qui est l'autoportrait, qu'il va donc déconstruire à sa manière, donc à travers donc cette mise en abîme de 1967, qui sera reprise donc 2 ans après par un autre artiste canadien et également cinéaste, qui va lui aussi jouer un rôle très important dans cette histoire d'une photographie autoréflexive, qui est donc Michael Snow. La suivante, pardon. Voilà. Qui donc en 1969 va donc produire cette autorisation qui, à mon avis, n'aurait pas pu voir le jour donc sans l'œuvre d'Anastasi, dont Snow ne s'est cependant jamais réclamé. La suivante, s'il vous plaît. Et puis donc évidemment Ian Dibbets, qui lui aussi, donc à partir de 1967, va entreprendre donc ce travail de déconstruction des paramètres identitaires de la photo, donc aussi bien des paramètres qui relèvent de l'espace ou du temps photographique. Et l'une des séries qui va contribuer donc à sa notoriété est donc la série des corrections de perspective qu'il va amorcer en 1967, et qui là, évidemment, relève déjà d'une forme d'abstraction photographique, hein, au sens aussi très formaliste du terme. Hein. Donc Dibbets s'inscrit évidemment dans une très longue tradition
qui renvoie aussi bien à l'histoire de l'art abstrait hollandais et à l'œuvre de Mondrian en particulier, mais qui même bien au-delà de ce cadre chronologique s'inspire ou se réfère à la peinture hollandaise du XVIIe siècle, et notamment aux vues d'architecture intérieure de Sandredam, dont Dibet s'est toujours réclamé. Et donc là aussi, il y a quelque chose d'assez paradoxal, en tout cas pour cette génération d'artistes qui avait plutôt tendance à jouer la carte de la table rase, de voir un artiste qui se réclame donc, de la peinture du XVIIe, ou d'une certaine peinture du XVIIe, en la renégociant donc, à sa manière, donc, à travers ses abstractions photographiques. La suivante, s'il vous plaît. Donc l'espace photographique d'un côté, donc à travers les corrections de perspective, et puis donc le temps, à travers donc toute une série d'œuvres qui s'articulent donc autour de la vitesse d'obturation donc du dispositif photographique. Donc là, Dibet ne sera pas le seul. Donc il y a beaucoup d'artistes qui à l'époque vont travailler donc sur cette vitesse d'obturation et sur la manière donc de générer à partir de manipulation de cette vitesse donc des images qui tendent quand même vers une abstraction et vers des monochromes. Donc c'est la série donc des shutter speed Pieces que Dibet va donc réaliser en 1971. La suivante, s'il vous plaît. Donc une autre version encore plus abstraite, donc produite à partir en fait d'une prise de vue en fait de store devant une fenêtre, qui va donc permettre à Dibet donc de concevoir à sa manière donc cette composition abstraite. La suivante, s'il vous plaît. Donc, au même moment, John Hilliard va réaliser donc, des œuvres qui sont absolument semblables et qui jouent donc, sur le même registre. Et puis, donc, un autre artiste qui a déjà été évoqué aujourd'hui, qui là aussi est assez peu connu en France, qui est donc Tim Rautert. Tim Rautert qui est un photographe un peu particulier parce qu'il a à la fois eu une trajectoire de photographe commercial, et par ailleurs, qui au début des années 70 donc, a réalisé là aussi des œuvres comme ça à vocation un peu autoréflexive, où il va donc lui aussi donc, déconstruire aussi bien donc, l'espace que le temps photographique. La suivante, s'il vous plaît. En s'attachant donc lui aussi donc à des œuvres qui s'articulent donc autour de la vitesse d'obturation, donc à l'image donc de cette œuvre de 1971. Je crois qu'il y en a encore une autre. Suivante. Donc là d'autres travaux de Rautert qui à leur manière vont là aussi déconstruire donc le médium. Et je crois qu'il y en a une dernière. Et donc cet autoportrait de 1972 que l'on peut lire aussi en écho à certains développements qu'on a pu voir tout à l'heure, et des démarches beaucoup plus contemporaines qui, elles aussi, donc, interrogent donc, l'incidence de la lumière donc, sur l'objectif photographique. Et pour vous, est-ce qu'il y aurait une jonction entre ces pratiques conceptuelles et la post-photographie, et où elle pourrait se situer ? Cette jonction, d'une part, je voulais m'attacher peut-être à un cas qui est donc celui de Jan Dibet, et de voir comment, à travers sa propre démarche, il est passé d'une démarche photographique à une démarche post-photographique. Et donc m'attarder peut-être sur cette série, qui est une série qui va jouer un rôle très important donc, dans sa trajectoire, qui est donc la série des Color Studies. Donc les Color Studies, qui sont une série donc, de 1976, qu'il a produite donc, à partir en fait, de prises de vue de détails de carrosserie de voitures. Donc des photos qui s'inscrivent aussi d'une certaine manière dans ce qu'on pourrait appeler une photographie ou une abstraction concrète, comme on a pu le voir juste avant. Alors, il faut savoir que cette série a été très mal reçue et perçue donc, au moment où Dibet l'a exposée. Donc, il faut savoir qu'en 1980, par exemple, Suzanne Paget avait dans un premier temps refusé de montrer cette série à l'occasion donc, de la rétrospective Dibet qu'elle avait donc, organisée à l'Arc donc, en 80. Refusée parce que, selon elle, donc ces images se détachaient trop en fait, du cahier des charges conceptuelles auquel était affilié, ou auquel, en tout cas, on a voulu affilier Jan Dibet dans les années 70.
il n'empêche que, donc, que cette série est devenue pour Dibetz, peut-être aussi en raison de son échec et de l'incompréhension, une série à laquelle il ne cessera donc de revenir. Donc là, on est évidemment encore dans le cadre d'une photographie, d'une photographie analogique, d'une photographie couleur aussi, qui à l'époque passait difficilement, notamment dans les cercles du conceptualisme. Il n'empêche que Dibetz, donc 30, presque 40 ans après, va donc reprendre en fait les mêmes négatifs donc, de cette série, donc pour produire des œuvres qui sont, on va dire, à la jonction de la photo et de la post-photographie. Donc la suivante, s'il vous plaît. Donc il va dans un premier temps donc découper donc ces images et surtout donc les retravailler à l'ordinateur et notamment modifier donc le spectre chromatique. Donc c'était quelque chose de tout à fait inédit dans l'œuvre de Dibetz qui jusqu'ici ne s'était jamais risqué donc à une photographie numérique ou en tout cas à une sorte de contamination numérique donc d'une imagerie ou en tout cas d'images qui initialement était analogique. Donc cette même série où ces mêmes négatifs vont faire l'objet donc de nouvelles traductions, la suivante, donc un an après, où d'une certaine manière donc Dibetz va lisser l'image. Donc la traçabilité est de plus en plus difficile. Donc le titre nous permet encore de les inscrire dans une histoire et dans une certaine généalogie. Mais ce que nous donne à voir l'image s'écarte quand même très fortement, encore une fois, du paradigme indiciaire auquel, entre guillemets, donc, la première série de 76 pouvait, non sans mal, être encore rattachée. La suivante, s'il vous plaît. Et puis donc là, ces dernières années, donc Dibetz a poussé donc le processus de plus en plus loin. Ça veut dire qu'il est, comme il le dit lui-même, allé contre les programmes en question, des programmes informatiques d'ailleurs qu'il ne maîtrise absolument pas. C'est quelqu'un qui est totalement incompétent en matière numérique, mais qui a su donc s'entourer de gens qui, eux, ne le sont pas, mais qui se sont heurtés, donc là aussi sans doute aux limites des programmes qu'ils ont utilisés en question. Donc là, si j'ai bien compris, parce que même Dibetz a du mal à expliquer en fait comment ces images ont été générées, mais il travaille en fait à partir de petits détails donc de ces carrosseries ou en tout cas de ces négatifs de carrosserie qu'il agrandit jusqu'à ce que ces phénomènes donc, de pixelisation donc, se manifestent. Et qui pour le coup donc, se détachent évidemment complètement donc, de leur essence et origine photographique pour déboucher sur ce qui sans doute relève déjà d'une post-photographie, me semble-t-il, et qui va donc totalement exploser, donc s'il vous plaît, pardon, merci, dans la toute dernière donc, famille et dans les dernières variations donc, produites donc, à partir encore une fois du même négatif. Donc voilà, je voulais terminer là-dessus. Mais en quoi, justement, elle s'apparenterait à la post-photographie pour vous ? Je ne sais pas, ça me semble évident. Je ne sais pas, parce qu'elle se détache complètement, me semble-t-il, en tout cas de leur origine, et analogique, voilà, tout simplement, tout bêtement, j'ai envie de dire. Donc je pense que les images parlent d'elles-mêmes, pour elles-mêmes, et personnellement, moi, je n'y vois plus de photos. Donc, je ne sais pas, vous... Non, mais c'est intéressant parce que là, on est dans ces allers-retours numériques, analogiques. Et est-ce que on resterait dans cette dichotomie qu'on évoquait ce matin et absolument pas dans ce type de travail, dans une question spatiale ? En tout cas dans un éclatement de l'image, ce qui pourrait être aussi une condition à poser à la post-photographie. Dibetz, lui, n'a pas encore franchi ce pas ou ce cap, ça viendra peut-être, mais je pense que Nathalie parlera sans doute de démarches qui, elles, pour le coup, ont su réellement s'extraire de l'image au sens où on a pu encore l'entendre jusqu'à ce type de variation. Mais justement, peut-être qu'on peut en parler avec le travail de Constance. Et Constance aussi, évidemment.
avec le travail de Constance Nouvel, justement avec cette question, parce qu'on le pose comme un fait acquis, mais cette idée de sortir de l'image, déjà, est-ce que c'est quelque chose qui... c'est une expression qui, pour toi, est pertinente par rapport à la manière dont... Oh, oui, bien sûr. Merci. Dont tu travailles. La sortie de l'image, pour moi... c'est une notion un peu étrange, un peu ambivalente, parce que sortir de l'image, tel que je le visualise, c'est sortir d'une conception qu'on a assez commune de l'image pour mieux la ressaisir, en fait, pour mieux peut-être la réinterpréter, la réenvisager avec des nouveaux paradigmes. Donc voilà, je ne sais pas si elle est pertinente, parce que quand je visualise justement cette expression, je me dis, OK, on fait un pas en arrière. Ça veut dire on regarde l'image et on l'étudie d'un peu plus loin pour voir aussi dans quel contexte on peut justement se la réapproprier. Et c'est vrai que pour moi, cette sortie de l'image, ça a été le moment où j'ai essayé non plus d'être dans justement un système de projection assez direct, mais où j'ai envisagé la photographie comme médium, et où j'ai commencé à essayer de réfléchir non plus l'image pour elle-même, mais comme un objet. Et de cet objet, j'ai encore fait un pas en arrière, et là, je suis arrivée à la notion d'espace. Et effectivement, l'image dans un espace, en fait, du coup, il y a deux espaces. Puis, en fait, ça se démultiplie. Et je me suis dit, finalement, c'est ça qui m'intéresse, la photographie, c'est la réunion de plein d'espaces possibles. Alors moi, j'en ai délimité 3 au minimum, parce qu'il fallait que je structure un peu les choses. Mais l'idée de la sortie de l'image, c'est plus peut-être une méthode ou un processus un processus créatif. Voilà. Peut-être que Nathalie, je peux vous poser également cette même question. Oui, alors moi j'avais compris la question, on en avait discuté ensemble sur l'idée de sortir de la bidimensionnalité pour aller vers la tridimensionnalité. Et peut-être que la première chose qu'il faudrait dire pour faire un petit point historique, c'est que ça aussi, un peu comme l'abstraction, c'est quelque chose qui apparaît quasiment dès l'invention de la photographie, et que c'est un fantasme qui la traverse. Je pense notamment à la photosculpture, qui est un procédé qui est inventé autour de 1860 par François Willem, et qui permet d'être une sorte de impression 3D d'une certaine façon, par un dispositif assez complexe, mais qui ne va pas avoir une grande postérité, justement parce que la technique est compliquée. Et c'est une des raisons qui est avancée pour que finalement ça tombe assez vite dans l'oubli. Alors ensuite, vous avez évoqué l'exposition au MoMA, qui est à nouveau une espèce de poussée de cette tentative d'aller de 2 à 3 dimensions pour la photographie. Mais c'est vrai qu'encore à ce moment-là, on pourrait dire que ça ne prend pas vraiment. Et puis, on remarque que c'est vraiment sur les pratiques du XXIe siècle où les choses arrivent. Vous avez évoqué aussi le fait qu'on réactive cette exposition. Et on va avoir effectivement tout un ensemble de pratiques, je pense que le travail de Constance en fait partie, qui vont jouer entre ces 2 et 3 dimensions. Alors, de choses assez simples qui sont des pliures, des torsions, jusqu'à des techniques plus complexes. Alors, ça peut être l'impression 3D, mais finalement, il y en a peu, mais ça peut être aussi de l'usinage. En tout cas, il peut y avoir un passage par la modélisation et puis surtout l'usage de matériaux composites. Donc, on va, comme l'état Wilson, par exemple, mélanger du béton avec de la photographie telle qu'on l'imagine. Voilà, donc il y a tout un panel de possibles. Et par exemple, l'œuvre de Sugimoto, dont on avait un petit peu parlé ensemble, qui consiste dans un premier temps à photographier des modèles mathématiques qui sont déjà une tentative de passer d'une abstraction vers un objet concret, mais qui se font à l'époque, comme Man Ray a pu le voir aussi à l'Institut Poincaré à travers des modèles en plâtre. Eh bien, il va y revenir autour des années 2006-2007, je crois, pour en produire une forme que la technique lui permet enfin d'une certaine façon. Alors, il passe par l'ordinateur, mais c'est vraiment les techniques de pointe de l'usinage qui permettent ça. Donc, je pense que l'incidence de la poussée technique est forte par rapport à cette question de la tridimensionnalité. Je pense qu'il y a des possibles qui s'ouvrent. Après, une fois qu'on a dit ça, il me semble que la vraie question, c'est plutôt qu'est-ce qu'on en fait.
Et on voit des réponses assez variées, d'une réponse très littérale qui poursuit le fantasme du début de l'invention de la photographie, par exemple comme chez Spyros Hadjianos, où il va prendre une photographie de Blofeld, par exemple, et en faire, par les biais de la technique, vraiment une impression 3D. Mais finalement, artiste qu'on avait pu découvrir dans la boîte de Pandore. Oui, c'est ça, tout à fait. Mais disons que, alors là, d'abord, on est encore dans le figuratif, mais surtout, on est dans quelque chose de très fidèle, hein, finalement, dans la manière de restituer. Alors que je pense qu'on a tout un ensemble de pratiques qui sont soit qui poussent la technique, c'est un peu le cas d'Ibetz, finalement, il n'est pas du côté de la tridimensionnalité, mais ça va tellement loin qu'à un moment donné, ça se perd, ou qui sont dans des logiques de contre-emploi ou de façon de explorer ces techniques à nouveau. Peut-être je peux ajouter encore une chose par rapport à ça, c'est qu'il me semble que du coup, on est plutôt non pas dans quelque chose qui se rematérialise, mais qui montre que le tournant numérique est une matérialité finalement, qui a une matérialité numérique. Même si on a parlé de fluidité avec André Gunther, par exemple, ou de force ce matin avec André Rouillet, il me semble que cette question du numérique, c'est pas seulement la photographie numérique, c'est comment le numérique affecte tout un ensemble de pratiques, et que ces pratiques sont en réalité souvent très concrètes, on l'a dit aussi tout à l'heure, mais ça va, le smartphone est concret, Trevor Paglen, quand il montre les câbles qui font passer les réseaux Internet, il montre toute cette dimension justement spatiale, physique du numérique, et donc finalement je pense que la tridimensionnalité, elle se joue aussi là, dans cette prise de conscience peut-être d'une matérialité numérique. Et par rapport à ça, je renvoie au bel article de Marie Auger dans le Harper's de septembre, qui revient justement sur cette opposition un peu comme ça bipolaire entre dématérialisation et rematérialisation de l'image. Je pense, Grégory, que tu as peut-être aussi envie de réagir à cette rematérialisation. Oui, moi, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Vous m'entendez ? Oui, en fin de compte, moi, c'est vrai que ça fait longtemps que je travaille avec le web et le numérique. Et c'est vrai que j'ai toujours eu du mal à comprendre ce que ça voulait dire la dématérialité. La dématérialité, puisque les technologies, comme n'importe quoi d'autre, sont matérielles. Et c'est pas parce que quelque chose est représenté de part et d'autre du réseau de manière différente que ça se dématérialise. C'est assez absurde. Et de surcroît, on voit aujourd'hui avec l'augmentation du web que c'est ultra matériel, que moi je me suis rendu à Baoatou en Mongolie, là où par exemple on fait les terres rares pour faire les téléphones portables. Les data centers aujourd'hui sont installés dans des endroits froids pour utiliser le climat de la Terre, c'est-à-dire réchauffer en fin de compte la Terre. Donc c'est vrai que cette idée de la dématérialité, moi ça m'a toujours depuis très très longtemps semblé une idée très étrange. Donc, on repasse justement à une forte matérialité, enfin à des espaces physiques, concrètement les data centers. Constance, est-ce que tu peux justement, parce que toi tu peux revenir sur ce rapport à l'espace et justement cette relation à l'abstraction qui se met en place dans ton travail en repassant par l'espace. Oui. Mais on peut peut-être aussi prendre un exemple, parce que peut-être assez littéral, et j'ouvrais tout à l'heure la discussion avec une œuvre comme Bascule, où ce serait peut-être quelque chose qui aurait de plus, c'est pas péjoratif du tout, mais ce qui aurait de plus timide dans cette explosion, qui amorce en tout cas cette explosion spatiale. Et est-ce que peut-être quel est le rôle de l'abstraction du coup, qu'est-ce que ça t'ouvre en fait l'abstraction dans ce passage spatial? La pièce Bascule, alors peut-être on peut la montrer comme ça, on parle avec image à la pluie. Je sais pas. Le portfolio de Constance. En fait, c'est une œuvre, je pense que c'est une première tentative, ou manifestation, on va dire, parce que c'était pas vraiment conscience, il n'y avait pas vraiment de volonté de faire une pièce abstraite. C'était plutôt une succession d'expérimentations autour de la photographie objet, c'est-à-dire une photographie qui sort de son cadre. Je sortais tout juste de l'école, j'avais envie de poursuivre ces recherches justement autour du support, du format, de l'échelle.
Et puis, bon, juste pour information, l'image, c'est la photographie d'un plafond et le bleu en bas de l'image, en fait, c'est une ombre portée. Mais en manipulant le tirage, et puis ça aussi, je pense que ça vient aussi de la pratique de l'argentique, le fait de faire soi-même son tirage, de le travailler, de le manipuler. Voilà, je savais... voilà, c'est une succession d'expérimentations. Et cette image, c'est révélé comme ça parce que... finalement, quand je l'ai mise dans ce cadre de cette manière et je l'ai fait légèrement glisser en bas de l'image, je me suis aperçue que finalement, on n'était plus dans un système de représentation classique et que l'image devenait un objet de réflexion en soi. Que là, là vraiment, on se posait la question. Enfin, en fin de compte, on ne sait pas trop devant quoi on est, à quoi on a affaire. Et du coup, le tirage avait une vraie présence. Et puis, je me suis dit, tiens, c'est marrant ce rapport justement d'analogie que je travaillais pas mal à l'époque aussi, de dire finalement l'image qui glisse un peu de son cadre, c'est comme si on glissait d'un espace réel à un espace suggéré. Et tout ce rapport justement d'évocation, de suggestion m'intéressait parce que jusqu'alors, quand j'étais étudiante, j'avais une vision de la photographie encore très proche de l'idée de la reproduction du réel. Enfin, voilà. Et donc, alors, il y a quelque chose qui peut paraître d'assez littéral, et pourtant, ça a ouvert en fait un tas de possibilités. Ça a ouvert vraiment un espace. Et effectivement, cette pièce, elle est importante parce qu'après, elle m'a permis de poursuivre ça jusqu'à des notions vraiment d'espace. Et ce que j'applique là, à l'intérieur d'un cadre, finalement, je l'ai déployé à l'intérieur d'un espace d'exposition. Peut-être que tu peux justement nous en parler dans cet espace d'exposition. Tu parles d'un espace d'exposition, mais en fait, c'est de 3 espaces d'exposition. Oui. Ce serait intéressant de revenir justement sur le rapport à l'espace tel que tu l'as envisagé dans cette trilogie d'exposition au Point du Jour, au CPIF et à la galerie In Situ. Notamment parce que tu as pris comme matrice, mais pour le coup pas du tout au sens littéral, les espaces du jeu vidéo. Et il semble qu'il y ait comme ça un jeu, comme dans l'exposition ton exposition personnelle au CPIF, il y avait des murs, le sol et avec le plafond. On était dans une espèce de cube blanc par endroits, de façon très tranchée. Il y avait quelque chose qui renvoyait à l'esthétique du studio de cinéma, mais également à quelque chose d'assez étrange qui nous renvoyait un peu à quelque chose de l'ordre d'un SketchUp, d'une modélisation 3D. Pourtant, ce n'est pas du tout tes outils. Mais est-ce que tu peux revenir justement à ces passages en fait, entre peut-être ton rapport aussi à l'écran, ton rapport à la modélisation et son éventuelle translation dans l'espace? En fait, pour revenir justement sur le projet dont tu parles, effectivement, pendant 2 ans, j'ai travaillé sur 3 espaces. D'emblée, je savais que j'allais pouvoir exposer au Centre photographie d'Île-de-France, à la galerie In Situ et au Centre d'art Le Point du Jour. Et d'emblée, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien travailler ces 3 espaces comme un seul et même espace. Et en fait, juste pour revenir à l'idée de l'abstraction et de sortir un peu d'un schéma de la représentation, ce qui m'intéressait aussi, c'est qu'on sortait justement des lois d'espace-temps et que là, tout d'un coup, on pouvait ouvrir des espaces imaginaires. Et c'est là où je me suis dit, tiens, il y a quelque chose d'un peu paradoxal avec la photographie, et pourtant, ça peut donner quelque chose d'intéressant. Donc, allons-y. Et donc, en mettant à plat les trois plans d'exposition, justement, je me suis dit, comment faire en sorte de passer de l'un à l'autre, que ça ait du sens, que ce soit cohérent, que ce soit considéré comme un seul et même univers. Ça peut que se faire par les images. Donc, d'essayer d'installer un système de motifs au travers de ces 3 lieux et d'essayer de concevoir une structure justement de l'espace par des jeux de noir et de blanc, de peinture murale, de dessins muraux aussi qui se répètent. Et c'est là où le rapport d'abstraction est intéressant parce que justement,
le fait de déployer des motifs, des trames, pour moi, ça fait référence vraiment finalement à l'essence aussi de la photographie. Et c'est encore après. Non. Attends, ah, si, il y a deux souris en même temps. Il y a deux souris en même temps. En fait. Est-ce que vous pouvez, Tristan, avancer un petit peu? Oui, alors ça, c'était... ça, c'est le schéma qui m'a permis juste d'essayer de visualiser un peu comment est-ce que je pouvais travailler ces 3 lieux. Alors, je les ai d'abord travaillés de manière verticale, comme 3 lieux que je superposais. Et puis après, voilà, j'ai commencé à mettre les plans les uns à côté des autres et finalement, voilà, travailler par maquette. Et c'est comme ça que là, finalement, j'arrivais plus à enchevêtrer les images et à voir comment est-ce que je pouvais travailler ces répétitions, ces jeux de motifs, et à travailler aussi une circulation entre les trois lieux. Chacun des lieux avait des problématiques bien précises. Il y en a, pour faire vraiment très très bref, mais il y en avait une, c'était vraiment sur la question des représentations et de l'espace dans la photographie, donc démultiplier l'idée d'un espace mental, d'un espace réel, la question du paysage. Et la galerie était configurée comme un jardin avec des jeux d'ombre et de lumière. Ensuite, il y avait la question au point du jour dans l'exposition qui s'appelait Solstice. C'était plus la question du temps et des conditions d'apparition d'une image. Et puis, la 3e expo, c'était Réversible. C'était la construction des deux, mais pas vu comme une synthèse, mais plus comme un déploiement quasi infini, enfin potentiellement infini. Et donc, c'est là où vraiment les espaces mentaux et la question de l'imaginaire était totalement ouverte aux spectateurs. Mais pour revenir justement à l'abstraction, la manière dont j'ai pu concevoir ces images, donc c'était aussi en passant par des images abstraites, c'est-à-dire qui ne sont pas collées à un contexte particulier. Et surtout, j'envisage une exposition vraiment comme un parcours, une déambulation, une sorte de promenade, et de promenade dans l'espace et dans le temps, qui sont très fluctuants. Et à un moment donné... j'aime bien aussi qu'il y ait des moments de repos pour le regard. C'est-à-dire, je me dis, on ne peut pas demander aux spectateurs tout le temps d'être dans un système, dans sa capacité de projection, dans des paysages, dans des décors, dans des espaces, ou de toujours comprendre ce qui se passe dans les images. Parfois, on peut aussi se laisser imprégner. C'est aussi une idée de se dire que on est des êtres percevants, et donc... il peut y avoir des choses qui s'impriment sur la rétine sans pour autant qu'il y ait quelque chose d'intelligible derrière. Et pour moi, c'est des moments aussi où on peut digérer l'image d'avant ou se préparer à l'image d'après. Donc, en fait, tout ça, c'est aussi l'idée de concevoir l'exposition comme une expérience, et que la photographie peut être un lieu d'expérience à plusieurs niveaux. Et donc, voilà. Donc, tout ça, toutes ces problématiques, j'ai essayé de les construire dans les 3 espaces, et c'est ça qui me permettait aussi de les lier, de faire en sorte que ce soit cohérent. Alors évidemment, très peu de gens ont vu les 3 expositions, ça j'en avais conscience dès le départ, mais après bon, on l'a retravaillé dans la question du livre, et on a tout essayé de réadapter à l'échelle de la page. Mais le jeu de l'abstraction, il est important aussi pour ça, parce que je pense que ce soit dans la conception d'une exposition ou même dans mon propre travail, dans mon propre processus, j'ai du mal à imaginer un espace de réflexion sans qu'il y ait ces moments justement d'abstraction, c'est-à-dire aussi de plus être dans quelque chose qui soit régi par des lois d'espace-temps, ou voilà, il y a quelque chose du sensible qui me semble assez important aussi. On peut peut-être voir d'ailleurs, juste parce que ce mural que tu as réalisé au Point du Jour et au CPIF, qui est un dessin, en fait, qui est une installation en dessin, parce que quand tu parles de ce rafraîchissement, de ce repos aussi, je trouve que c'est... On a vu le travail de William Anastasi tout à l'heure, mais je trouve que c'est intéressant de repasser à la fois par cette... Là, on le voit mieux ici. Ouais. Alors effectivement, tu parlais de la question de l'écran. Ici, très précisément, c'était l'un des murs au Point du Jour. Et c'est un dessin qui fait à peu près
3 mètres de haut sur 4 mètres de large. Et bon, c'est un dessin qui m'a permis, que j'ai reproduit et répété au CPIF. Et donc, ça me permettait de faire la connexion entre les différents espaces. Et là, typiquement, j'ai essayé de travailler la question de l'écran ou de traverser en quelque sorte le miroir. Enfin, il y a tout un tas de références. Après, j'ai pas forcément le temps de développer, mais... Je vais passer la parole à Grégory. En fait, j'aimerais bien qu'on revienne sur l'installation Terre Seconde qui a eu lieu au Palais de Tokyo donc l'année dernière, et peut-être sur cette question de la résurgence du regain d'abstraction dans les formes qui sont générées par la machine. Comment on peut interpréter ce regain d'abstraction? Est-ce qu'il a lieu pour toi? C'est une question super complexe parce que bien sûr l'abstraction, il faut l'entendre au moins en double sens. L'abstraction au sens conceptuel, une abstraction conceptuelle dont le numérique bien évidemment est une des questions, et puis l'abstraction au sens de la représentation, ce qui pourrait s'opposer au réalisme, non pas entendu comme un concept philosophique, mais entendu vraiment comme ce qui détermine à une époque ce que nous entendons, ce que nous percevons comme la réalité ou pas. Peut-être pour essayer de voir la résurgence de l'abstraction aujourd'hui et sa signification, qui est complexe, peut-être que on peut s'interroger, comment ça a été un peu mon point de départ, c'est la question d'Internet, et le fait que l'image photographique a subi un changement, bien sûr, on le sait, absolument énorme avec Internet, en mélangeant deux choses, la force du néolibéralisme avec les multitudes, c'est-à-dire avec une multiplication des images dont la quantité transformait la qualité et qui faisait que finalement les images produites par les êtres humains devenaient imperceptibles pour eux à cause de leur quantité. Et donc c'est vrai qu'avec les camarades d'incident pendant 15 ans, on a beaucoup exploré ça en se disant l'image, et l'image photographique, l'image photoréaliste, elle est produite dans ce contexte-là. Donc on a fait pas mal de projets là-dessus. Je ne sais pas si on peut voir les images que j'avais proposées pour juste donner quelques exemples concrets. Voilà, je ne sais pas si on a les choses, donc peut-être qu'on peut passer au suivant. Il suffit d'utiliser les flèches, en fin de compte, du clavier. Voilà, les flèches avant, arrière, ou de cliquer sur le côté. Alors, le premier travail, avant que vous ne le voyez, c'est un travail de 2007 qui s'appelle Vertigo Atom et qui est tout simplement cette longue promenade de James Stewart et après Kim Novak, et qui est recréée à l'identique. Alors peut-être que l'image n'a pas été reloadée, donc il faut avancer encore jusqu'à avoir, voilà, c'est ça. Donc où globalement c'est exactement les mêmes séquences, les mêmes lieux, mais tournées à partir de chez moi dans Google Street View. Et l'idée étant Google Street View, qu'on connaît tous, la position de la caméra dans la voiture est exactement identique à ce que faisait, ce qui se passait dans le film. Et donc, effectivement, le fait de plus avoir, bien sûr, à produire d'images pour produire des éléments. L'image qu'on a vue précédemment, c'était un projet de livre qui allait chercher des sentiments sur Twitter et qui produisait automatiquement un livre par heure, donc 24 livres par jour. Et chaque page était un sentiment pris au hasard sur Twitter, à partir d'une liste de sentiments, ce qui faisait que ça créait des espèces de bibliothèques et que finalement, il y avait cette abstraction quantitative qui était liée à un excès, à quelque chose qui nous déborde, qui est produit par nous, mais qui n'est plus à l'échelle humaine. Et puis, si on va à d'autres projets aussi, pour un peu... voilà. Là, c'était une application sur Facebook qui permettait de voler automatiquement les statuts de ses amis et de les afficher comme mes propres statuts. Ce qui fait que finalement, j'avais une vie grâce à la vie des autres. Donc, d'utiliser vraiment ce matériel-là. Et puis, si on va au projet suivant, qui va peut-être nous permettre de passer à l'intelligence artificielle, qui est vraiment mon sujet de recherche. Et même quand on dit le mot intelligence artificielle, bien sûr,
on charrie plein de choses, donc c'est un mot très, très problématique. En fin de compte, moi, je m'intéresse énormément à des types de documents vidéo et photos qu'on appelle des datasets, donc qui sont souvent produits par des universités ou des entreprises et qui sont des énormes stocks de données qui servent à nourrir des intelligences artificielles pour leur apprendre à reconnaître quelque chose, c'est-à-dire à les doter de systèmes perceptifs automatiques. Et j'étais tombé avec ce projet sur un dataset de 200 000 vidéos. Alors, c'est dommage que la vidéo commence pas, elle devrait commencer normalement, mais tant pis. C'est 200 000 vidéos, donc c'est 7 jours de vidéos où une entreprise, une université a demandé à des gens de faire des gestes, et c'était pour que une intelligence artificielle apprenne à reconnaître les gestes faits par des individus. Et donc, ils ont utilisé un système qui s'appelle Mechanical Turtle, qui permet d'acheter du travail des travailleurs dans des pays comme la Chine, l'Inde et ailleurs. Et donc, au début, les gens prenaient une bouteille, un stylo et se filmaient avec la webcam. Et progressivement, ils faisaient n'importe quoi parce qu'il fallait faire des gestes à tout prix. Et donc, on a 7 jours de performance continue qui est produite comme ça avec ce dataset. Donc après, c'est pour ça que je suis passé de la question du net art, du web, à la question de l'intelligence artificielle. Donc c'est peut-être l'image suivante. Et je vais être un peu plus emphatique. On vit un nouveau moment du réalisme au sens de ce qu'on estime, ce qui distingue ce qui est réel ou pas. Et un réalisme qui a comme caractéristique d'utiliser beaucoup de photographies, mais qui n'est plus photographique. Et ça fait pas si longtemps que c'est arrivé. Alors même si bien sûr, et j'ai été très content d'entendre plein de noms dans les précédentes présentations, sur les questions de la réflexivité, de l'espace et du temps, mais ce réalisme qu'on pourrait appeler post-photographique, il est en train d'émerger. J'indiquerai juste qu'il y a actuellement, il y a une mode du mot post, du préfixe post. On parle de post-internet, post-photographique, post-critique, post-vérité, comme si on avait une volonté d'en finir avec quelque chose qui n'en finissait jamais, finalement, et de tenter de passer à l'étape suivante. Donc, c'est quoi ce réalisme post-photographique? Très simplement, c'est la possibilité de nourrir des logiciels de gros stocks d'images, par exemple des oiseaux, et ces logiciels vont juste faire des statistiques sur ces images et vont produire des images que nous, êtres humains, nous reconnaissons comme des oiseaux, mais qui n'existent pas. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans la base de données, dans le dataset d'origine. Et donc, c'est bel et bien l'apparition d'une nouvelle forme de réalisme qui est fondée sur l'induction statistique. Et il se trouve que ces images-là sont générées à partir d'un espace qu'on appelle l'espace latent, et qui, lui, est un espace totalement abstrait auquel nous n'avons pas accès en tant qu'être humain. Il y a plusieurs catégories, je vais vite traverser ça, mais il y a plusieurs catégories avant de vous dire ce que j'en fais, mais c'est important pour contextualiser Terre Seconde. Donc là, on a la possibilité donc de générer des images, mais ça peut être du son, des textes, et c'est indifférent que ce soit des images ou des textes ou des sons, peu importe, puisque c'est des 0 et des 1. Si on passe à l'image suivante, on a la possibilité de modifier. Là, par exemple, c'est prendre une photographie et on va modifier la pose de la personne. Donc, on a cette possibilité de reprendre une photographie déjà existante et de modifier quelque chose dessus, par exemple, en modifiant sa pose et en créant une image donc qui est réaliste mais qui n'existe pas. Si on passe à l'image suivante, on va avoir cette modification donc dans le film de Scorsese, qui effectivement est un deepfake, c'est-à-dire le fait de mettre le visage de Robert De Niro jeune sur le corps de Robert De Niro vieux de manière automatique. Et donc là où on modifie les choses, et puis si on passe à l'image suivante, il y a un concept qui m'intéresse beaucoup. Alors malheureusement, la vidéo commence pas, mais elle est très troublante et elle devrait nous poser des questions. C'est donc le fameux Garde de la Ciotat des frères Lumière, qui a été repassé dans une intelligence artificielle et upscalé, c'est-à-dire des détails manquants ont été ajoutés, la définition a été augmentée, et donc moi c'est ce que j'appelle la complétion, c'est-à-dire compléter des documents existants.
Et quand on voit cette image, cette séquence de film qu'on connaît tous, brutalement, on dirait une vidéo art porte-à-pack de Bruce Nauman, quoi. C'est-à-dire que c'est brutalement, elle change d'époque, elle change de moment, et il y a quelque chose d'un effet de réalité très étrange. On peut passer à l'image suivante. Tout ça, c'est fondé, et c'est pour ça que j'en parle, sur une abstraction logique, qui est l'espace latent de l'intelligence artificielle, qui va créer des nouvelles possibilités en injectant du bruit dans les images. Et ce qui est très intéressant, j'ai pas le temps de le développer, mais ce qui est passionnant par rapport à ce qui a été dit précédemment sur la réflexivité, sur la question du white cube, etc., c'est que le mode de fonctionnement de ce logiciel, entre un générateur et un discriminateur, est un mode entre guillemets réflexif. Le logiciel va se diviser en deux et va générer des images et va vérifier si ces images sont vraies ou fausses et va introduire la marge d'erreur dans son cadre. Et donc, il y a une forme de réflexivité où on voit un lien qui, à mon avis, est historiquement situé entre des problématiques de réflexivité, la question du feedback loop dans la cybernétique et cette question qui est la question de la récursivité dans les logiciels. On peut passer à l'image suivante. Donc là, c'est une autre représentation de cet espace latent auquel nous n'avons pas accès et qui est l'espace de calcul d'où émergent des images réalistes et où le rôle du bruit est fondamental. L'image suivante. Donc ça nous mène à ces images qui sont... alors malheureusement, les vidéos ne marchent pas parce que on verrait ces visages se transformer et muter. En fin de compte, c'est des visages humains qui n'arrêtent pas de muter et où se mélange le réalisme et l'abstraction du fait de l'introduction du bruit pour créer de la différence, finalement, dans le logiciel. Et ça produit une nouvelle forme de réalisme qui n'est plus photographique, mais qui est plutôt qui est liée à l'accumulation énorme des données sur Internet. Peut-être l'image suivante, j'en arrive souvent, enfin à Terre Seconde. Terre Seconde, c'était un projet au Palais de Tokyo qui a été exposé l'année dernière et qui était une installation assez complexe avec des pleins, des vides, effectivement aussi une déambulation, un parcours, des moments d'inattention. Ça partait du principe que si nous accumulons autant de données comme jamais aucune civilisation sur un réseau tel qu'Internet, c'est parce que la question de l'extinction de l'espèce humaine se pose de manière pratique et rationnelle et que il est possible que nous accumulons toutes ces données parce que nous savons que nous allons, pour le dire très vite, disparaître et que nous construisons par là nos pyramides. L'hypothèse de Terre Seconde, c'était une machine qui avait accès à toutes les données sur Internet, à beaucoup de données, et qui créait une deuxième version de la Terre, des organismes vivants, des paysages, et on doutait de la question du statut de la production de cette machine, et la machine elle-même était prise dans un monologue où elle doutait réflexivement de sa nature. Donc, les choses étaient générées pendant l'exposition. On a parlé, image suivante peut-être, de l'impression 3D. Donc peut-être qu'on pourra parler, qui est une question très intéressante sur laquelle moi je travaille beaucoup. Donc il y avait une imprimante 3D dans l'exposition, une grande imprimante 3D qu'on voit là, et qui générait chaque jour des nouvelles sculptures. Donc l'exposition se remplissait progressivement, et si on passe à l'image suivante, on va avoir un exemple de cette sculpture, un exemple de sculpture, qui est une série qui s'appelle Ossuaire. En fin de compte, c'est un réseau de neurones, donc ces fameuses intelligences artificielles, qui est bien sûr un très mauvais mot, auquel j'avais donné des milliers de fichiers 3D d'organismes vivants, des dinosaures jusqu'à aujourd'hui, et qui créaient des nouvelles propositions en 3 dimensions d'organismes crédibles, mais qui n'existaient pas. Donc un réalisme du possible, et ensuite que j'imprimais avec l'imprimante 3D, qui peuplait progressivement les choses. Et si on passe à l'image suivante, il y avait des paysages qui étaient générés et qui étaient une version alternative de la Terre. Ça ressemblait à la Terre, mais ce n'était pas la Terre. Et donc là, il y a encore la question d'un réalisme du possible, qui est quand même un drôle de concept, dont je vais vous donner d'autres exemples dans les images qui suivent.
ou dans l'image suivante, où on voit effectivement une image qui est réaliste, mais qui n'est pas réelle. C'est-à-dire qui ne fait pas référence à un référent lumineux dans un monde qui existe hors de moi, mais qui fait référence à l'accumulation de la mémoire. Et dans l'intelligence artificielle, il y a quelque chose qui est après Internet, d'une certaine manière. Peut-être que le post-Internet, c'est ça. C'est-à-dire pourquoi nous avons accumulé autant de mémoire. Donc, l'image suivante, c'est un autre exemple de métamorphose, hein, pour reprendre ce concept redéveloppé par Emmanuel Ecochia, donc d'un paysage, ni animal, où effectivement on reconnaît des éléments de réalité, mais qui sont synthétisés autrement. Enfin, la toute dernière image, alors malheureusement vous verrez pas la vidéo, mais c'est une autre forme de réalisme et d'abstraction. C'est un projet qui utilisait un dataset médical sur des cellules cancéreuses, comment on reconnaît sur la peau des cancers, et donc qui générait une navigation sur une peau infinie avec des cancers qui n'existent pas, mais qui sont crédibles. Voilà. Alors, c'est dit très rapidement et de manière lapidaire avec plein de mots problématiques, mais ce qui importe là, c'est d'observer dans le devenir de la photographie quelque chose qui nous arrive, qui est au croisement de la technique en un sens très profond, et pas bien sûr instrumental, il ne s'agit pas de ça, il s'agit de notre rapport à l'ontologie, au monde, à ce qui est. Quelque chose qui correspond à l'histoire de l'art, ça a été largement signalé, et quelque chose qui est comme une réponse à l'hypermnésie dans laquelle nous sommes depuis 15 ans embarqués, avec bien sûr des prédécesseurs, mais embarqués, et qui est en train cette hypermnésie est en train de consumer littéralement la planète. Voilà. Merci. On a encore un petit peu de temps. On a encore 5 minutes. Peut-être, alors, ces 5 minutes, c'est court, mais Nathalie, est-ce que vous pourriez revenir, justement, parce qu'on l'évoquait dans ce passage de l'impression 3D, justement, au rôle, quelle motivation on peut donner à des œuvres spatiales qui ne seraient pas, justement, déconnectées d'une réalité ? Je pense que c'est une question qu'il faudrait adresser aussi aux artistes, mais en premier lieu, en tout cas par rapport à ce que le point de départ qui était celui aussi de la définition de la pose-photographie, en écoutant Grégory Chatonsky, je repensais à la proposition de Michel Poivert lors de la table ronde que vous avez évoquée en début de discussion, où il disait aussi que c'était un fait social d'abord, la pose-photographie. Et aujourd'hui, en voyant un certain nombre de pratiques, en voyant aussi le travail de Constance, par exemple, je me disais, mais pourquoi l'abstraction arrive maintenant en photographie alors qu'elle a voilà, toute une histoire dans l'histoire de l'art. Moi, je pense à des pratiques minimalistes. C'était intéressant aussi de voir le parcours de Dibetz. Enfin, pourquoi il y a d'une certaine manière cette espèce de temps décalé, parce qu'on voit quand même des références très fortes dans la photographie abstraite aujourd'hui à des œuvres qui ont plusieurs décennies derrière nous. Et je pense à un texte qui était dans la revue, dans le dernier numéro de la revue Transborder d'une historienne de l'art qui s'appelle Catherine Schoenegg, et qui fait la distinction justement entre le parcours de l'histoire de l'art pour l'abstraction et de l'histoire de la photographie, en insistant sur le fait que la photographie aujourd'hui, elle est confrontée, enfin disons depuis les années 2000, au fait social qu'on a évoqué aussi avec Internet, à voilà, toutes les questions finalement qui nous traversent et qui est liée aux usages en fait, au rapport que nous avons au quotidien avec cette question du numérique. Donc je pense que si aujourd'hui il y a cette sorte de poussée des pratiques tridimensionnelles, c'est sans doute pour répondre à cette condition du quotidien qui est la nôtre. Alors je sais que c'est un petit peu abstrait ce que je dis là, mais quand Florian Ebner parlait du fait que nous sommes à un moment où les machines produisent des images pour les machines, il est intéressant de voir que c'est ce moment-là aussi dans lequel s'engouffrent les artistes pour travailler avec les machines et je pense travailler à d'autres propositions que celles des machines. Bon, c'est une tentative de synthèse entre des choses qui sont très éloignées dans le temps,
Mais en tout cas, je pense que cette inscription dans le quotidien, dans le rapport à l'usage de la photographie et de ses effets numériques, elle produit précisément ce type de réappropriation spatiale. Je pense que sur ce retour à la machine, je crois qu'avec Terre Seconde, on en a eu un exemple aussi criant. Peut-être qu'on peut... Oui, totalement d'accord. Totalement d'accord. Donc c'est vrai qu'il ne faudrait pas appeler ça passe photographique, mais peut-être data graphique. Ou... Alors, ce n'est pas non plus du graphe. Donc, mais en tout cas, c'est data. Oui, il faut trouver le nom. Je suis totalement d'accord. Mais ce qui me semble très intéressant, je suis totalement d'accord, ce n'est plus de la photographie. Mais par contre, ça utilise la photographie pour autre chose que la photographie. Et ça l'utilise pour produire une autre forme de réalisme. Ça est donc une nouvelle forme d'abstraction aussi. Alors, on pourrait parler de data réalisme, on pourrait parler de réalisme du possible, du réalisme de la mémoire, des données, bon. Mais effectivement, ça replace la photographie à un autre endroit, à un endroit nouveau, moi qui me semble passionnant à observer aujourd'hui, en relation, bien sûr, avec la tradition et avec les périodes qui précèdent et qui éclairent ce que nous sommes en train de vivre. En tout cas, il y a quelque chose d'assez émouvant à voir apparaître ces images qui sont d'un autre réalisme et peut-être d'une autre, entre guillemets, planète. Je peux dire. En général, je trouve que lorsqu'on met le mot post dans un titre, c'est effectivement, ça ne veut rien dire. Ça veut dire que ce n'est plus, mais ça ne dit pas ce que c'est. Donc, moi, vous avez donné une expression, vous avez dit c'est un réalisme photo-possible. Photo-possible, c'est pas obligatoirement génial, mais on sait qu'il y a une question photo, avec toute l'idée qu'on peut en avoir, même si c'est du data, et que c'est la question aussi du possible, c'est du virtuel. Donc, on est dans le devenir, même si c'est très concret. Du virtuel, c'est... Oui, non, mais virtuel, ça ne veut pas dire abstrait et immatériel, hein, virtuel. Alors, donc, mais je crois qu'il faut, d'une certaine manière, il faut le tourner beaucoup. Vous êtes le seul à pouvoir le faire d'une manière la plus pertinente possible. Mais il faut le faire, il faut donner des titres en positif. Parce que réalisme post-photographique, ça veut rien dire. Ça veut dire que c'est pas de la photo. Ben ça, bon, voilà. Et alors, c'est pas ce qui nous intéresse, c'est pas ce que c'est pas, c'est ce que c'est. Voilà. Oui, oui, bien sûr. Mais le mot photo peut rester. Mais après, il faut trouver le bon terme de telle manière qui montre que ça soit dans une généalogie de la photo, mais qu'on est dans où sommes-nous. Et ça, là, donc, il faut le nommer, mais pas le dire post. C'est comme le post-modernisme. Ça veut rien dire. Je pense oui, là, on va pas être d'accord. On va lancer un nouveau débat, là. Oui. Là, c'est un autre débat, et puis il y en a au moins deux du postmodernisme. En tout cas, sur le post, j'indiquerai juste, comme je l'ai déjà fait, qu'il y a aujourd'hui un usage de cette locution dans plusieurs domaines, que ce soit dans le champ artistique ou philosophique, ou même dans les masses médias, avec la post-vérité, qu'est-ce que ça veut dire au juste, et qu'au moins il faut en tenir compte au titre d'un symptôme, certes insuffisant, mais un symptôme de notre époque, de quelque chose qui n'arrive pas encore à se dire. Et effectivement, il faut chercher, mais ça prend du temps, et on n'a pas le recul suffisant à dire ce qui est en train de nous arriver. Voilà. Sur ces belles paroles positives. On attend ce soir déjà pour savoir ce qui va nous arriver. Pardon. Je propose, comme le temps passe, et Audrey, je te laisse clore la table ronde. Oui, donc on
on voit quand même que le débat est encore très frais et très ouvert. En tout cas, je trouve très intéressant ces possibles terminologies que tu emmènes, Grégory, et ces temps qui nous occupe, en fait, parce qu'on a vraiment l'impression d'être dans un moment charnière, en fait, où cette intelligence artificielle, elle n'est pas encore au point, elle n'est pas encore tout à fait là, et c'est peut-être aussi ce trouble qui se produit entre ce moment, enfin, on apprend à l'entraîner, on est encore dans les hésitations, et c'est peut-être aussi cette hésitation entre réalisme et abstraction aussi dans les formes, et notre manière, nous, humains, d'interpréter ces images mouvantes et ces images qui ressemblent à du connu. On insistait beaucoup avec Luce Lebar du point de vue sur lequel on se plaçait pour voir, pour essayer de se placer du côté de l'abstraction ou non tout à l'heure, avec de quelle position on parlait, du point de vue de la science, du point de vue des artistes, les différentes lectures qui pouvaient en être faites. Et on voit bien que c'est quelque chose qui traverse aussi ces questions avec les images que produit l'intelligence artificielle. Donc encore tout un nouveau champ à explorer pour creuser l'abstraction à l'aune de la machine. Merci à tous pour cette table ronde.